bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on se réunit sur un webinaire que propose Landvita dans le cadre d'un cycle de webinaires qu'on a lancé, qu'on a appelé les rendez-vous des municipales, dans le cadre d'un plan d'action municipal 2026. Euh, du coup, cette session aujourd'hui se traitera de la question des médias, hein, spécial médias, sur l'enquête autour des extrêmes droites, euh, avec deux exemples, le plan Périclès et les groupuscules d'extrême droite. Euh, donc ça va se passer de la manière suivante. Moi, je vais faire une petite introduction assez rapide. Ensuite, on aura les deux interventions. L'intervention d'abord de Thomas Lemayeux, grand reporter à l'Humanité, et ensuite l'intervention de Mathieu Mollard, co-rédacteur en chef de Street Press. Juste pour présenter rapidement, parce que peut-être que toutes les participants ne connaissent pas Landvita. Pour rappel, Landvita, c'est l'Association nationale des villes et territoires accueillants, un réseau de collectivités et d'élus qui se mobilisent sur les enjeux d'accueil inconditionnel et notamment de personnes exilées. À l'heure actuelle, le réseau compte 91 collectivités territoires membres. C'est aussi bien des villes que des métropoles, des communautés de communes, des départements, des régions, et une cinquantaine d'élus aussi à titre individuel. Et ça fait déjà plusieurs années maintenant que Landvita a mis comme un axe stratégique dans sa pratique de plaidoyer la question de la lutte contre les idées et les violences des extrêmes droites, et en particulier une séquence qui a un peu motivé ce positionnement, c'est la séquence qu'il y a eu avec les événements à Calac et à Saint-Germain, dont vous avez certainement entendu parler, qui a mobilisé Landvita, qui a amené à réfléchir à développer ce travail-là de comment on lutte contre ces idées et contre ces violences d'extrême droite. On arrive ensuite à 2025, 2024-2025, avec la perspective des municipales de 2026, qui vont être un moment un peu charnière politiquement, en tout cas en ce qui concerne l'habitat, mais aussi en ce qui concerne la politique générale de ce pays, et avec des craintes de la montée en puissance de l'extrême droite aussi dans le cadre de ces municipales. Donc, il y a eu la volonté de la part de l'Anvita de se mobiliser sur un plan d'action municipal 2026 qui a été voté par l'Assemblée générale de l'Anvita en septembre dernier, avec un plan d'action en 5 axes. Le premier axe, du coup, qui consiste à faire des webinaires thématiques, donc les rendez-vous du municipal. Donc, c'est la raison pour laquelle on se réunit ce matin. Une série de webinaires thématiques qui vont traiter soit de la lutte contre les idées d'extrême droite, soit de la promotion de l'accueil et la défense d'une France accueillante. Euh, Ensuite, on a un deuxième axe autour de ce qu'on a appelé l'école des maires accueillants, donc des sessions de formation à destination des futurs élus ou des personnes qui se présenteraient au municipal et pas que, en fait, sur les enjeux de lutte contre les extrêmes droites. Vous allez savoir dans un très court instant pourquoi on a appelé ça l'école des maires accueillants. Euh, on a un troisième axe sur la charte pour les futurs élus. L'idée, c'est qu'on a un certain nombre de membres dans le réseau Envita qui ont mis en place des politiques d'hospitalité, d'accueil et d'inclusion. Et en fait, l'idée, c'est de valoriser tout ce qui a été proposé par ces élus et de le transmettre aux futurs élus de demain, en 2026, pour qu'eux aussi puissent mettre en place une politique d'accueil et d'inclusion à destination de leurs administrés prochainement. On a un quatrième axe sur informer, débunker, riposter. C'est un fil d'actu en fait qu'on a lancé sur WhatsApp qui est à suivre. Vous pourrez le rejoindre. On vous mettra le lien à la fin. L'idée, c'est qu'on essaie de faire une revue de presse, une revue d'actualité autour des enjeux de migration et autour des enjeux de lutte contre les extrêmes droites. Et on propose des outils pour riposter face à ces attaques. Et enfin, un dernier axe qu'on va essayer de développer tout au long de l'année 2025, c'est créer des événements un peu partout en France où l'idée, ça sera de revendiquer une France accueillante de manière à la fois politique, bien sûr, revendiquer politiquement le fait qu'il y a un autre discours sur l'immigration qui doit être porté, mais aussi de manière festive pour dépasser le cadre des personnes qui sont déjà convaincues et essayer d'imposer aussi cette vision-là sur les enjeux d'accueil. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Petite présentation du coup des deux intervenants de ce matin, puisque la session qu'on va avoir effectivement, ça sera la manière dont les médias enquêtent sur les extrêmes droites.
Du coup, nous aurons l'intervention de Thomas Lemayeux pour commencer, grand reporter à l'humanité, comme je vous le précisais, qui a enquêté notamment sur le projet Périclès du milliardaire Pierre-Édouard Terrin. Donc, je laisserai Thomas représenter ce plan et ce personnage. Ensuite, on aura un temps d'échange avec Thomas qui devra nous quitter assez tôt, avant la fin en tout cas. Donc, on prendra un temps d'échange pour questionner autour de ce projet-là. Et ensuite, nous aurons Mathieu Mollard, co-rédacteur en chef de Street Press, du coup, un média qui est déjà très connu pour l'enquête sur les extrêmes droites et en particulier sur les groupuscules. Et en fait, on présentera notamment un outil qui a été mis en place par TripPress qui s'appelle la carte FAF, en fait, une cartographie interactive sur Internet qui permet de voir sur tout le territoire français quels sont les collectifs qui sont présents et du coup, la composition, on va dire, de l'extrême droite radicale présente sur les territoires. Voilà pour la présentation des intervenants. Bien sûr, un petit rappel à cette occasion. On comprend tout l'intérêt d'avoir une presse indépendante qui travaille sur ces enjeux-là de lutte contre les extrêmes droites. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, que ce soit l'Humanité, que ce soit Street Press ou que ce soit toutes les autres presses indépendantes. Bien sûr. Sur les enjeux de timing, là, je vais céder la parole du coup à Thomas Lemayeux jusqu'à 11h, 40 on dirait. Ouais, entre 11h35 et 40. Ensuite, il y aura le temps de questions-réponses pendant 5-10 minutes avec Thomas Lemayeux. Et ensuite, on basculera à partir de 11h50 à peu près à l'intervention de Mathieu Mollard, qui nous rejoindra en cours. Et nous terminerons autour de 12h30. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Thomas Lemayeux pour cette première partie. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui. Enfin, je suis en train de. Enfin, je vais faire cette visio dans des conditions un peu acrobatiques, mais bon, voilà, je vais tenter de vous présenter donc le projet, le plan Périclès du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qu'on a révélé dans l'UMA au mois de juillet de l'année dernière. Euh, C'est un projet enfin, donc, j'ai compris qu'il pouvait vous intéresser, notamment parce qu'il a une mention euh, directe, qui vise directement les municipales. Et c'est un projet, bon, je vais le détailler évidemment plus avant, mais c'est un projet qui vise à faire gagner l'union des droites extrêmes, enfin, l'union du RN avec les droites qui sont en train de glisser vers les thèses les plus réactionnaires, racistes et d'extrême droite, disons. Voilà, mais peut-être pour commencer, je peux vous expliquer, je vais vous dire en 2 mots qui est Pierre-Édouard Stérin. Bon, il commence à être un peu plus connu quand même depuis quelques mois maintenant. Euh, c'est un milliardaire français. Enfin, il a accumulé une fortune qui est estimée à 1 milliard 400 millions d'euros, je crois, aujourd'hui. Sa fortune, il la doit, il faut le savoir et peut-être le faire savoir, il la doit principalement au contrôle qu'il exerce sur le Smartbox, donc cette entreprise de coffrets cadeaux euh, qui a connu un grand succès. C'est un peu les cadeaux que les gens font quand ils ne savent pas quoi offrir et qui ne sont pas forcément du coup utilisés. Donc, c'est extrêmement profitable pour lui. Il avait aussi contrôlé également le site internet Fourchette, The Fork. Enfin voilà, c'est un investisseur, c'est un gars qui investit dans des tas de, de domaines très divers. Il est extrêmement opportuniste. Là, par exemple, il est candidat au rachat d'un équipementier automobile qui est en déshérence, qui s'appelle GMD. Euh, voilà, il espère pouvoir le racheter pour une somme tout à fait dérisoire en écrasant les dettes. Je ne sais pas du tout ce qu'il pourrait vouloir en faire, mais voilà, c'est quelqu'un de très opportuniste, qui fait beaucoup d'affaires comme ça. Il rachète beaucoup d'entreprises, qui les revend. Enfin voilà, c'est une forme de spéculateur d'une certaine manière. Mais ça définit la manière dont il a accumulé sa fortune, disons. Mais c'est surtout, pour ce qui peut nous intéresser directement là, c'est d'abord un philanthrope. C'est quelqu'un qui
prétend depuis plusieurs années, parce parce qu'il est catholique, revendiqué, très assumé, qu'il est très conservateur et qu'il prétend parfois vouloir devenir un saint, euh, vouloir réévangéliser le pays, ce genre de choses. C'est un gars qui met sa fortune, toute sa fortune, qui est prêt à mettre toute sa fortune euh, sur les causes qu'il défend. Et donc, il a organisé depuis plusieurs années un écosystème de philanthropie euh, autour de la notion du bien commun. Il a, il a un fonds dédié qui s'appelle le Fonds du bien commun. Il a cofondé des événements de charité qui s'appellent la Nuit du bien commun. Enfin, il a tout un tas disons, d'entités autour de lui qui agissent pour de la philanthropie et il est extrêmement actif. Enfin, c'est-à-dire il finance beaucoup de projets, souvent liés à des diocèses, à l'Église catholique. Ça peut être des patronages, des maisons d'insertion. Euh, enfin, et ça peut être aussi, il avait financé aussi par la Nuit du bien commun, une application lancée par des anciens du NUD qui s'appelait Canto, sur laquelle c'était une application de chant traditionnel, prétendument traditionnel, sur laquelle on trouvait des chants pétainistes, des chants tout à fait douteux. Voilà, bon, cette application, je crois qu'elle est un peu, elle existe encore, mais je crois qu'elle ne va pas marcher très très bien. Voilà, donc c'est un philanthrope et donc comment dire, il a une capacité de mailler les territoires, c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus, par le biais de financements multiples. Il a la possibilité de s'implanter quand même dans tout le pays, en fait. Là, il est en train de créer un réseau, par exemple, d'écoles privées catholiques hors contrat. Voilà, ce sont des organisations qui vont s'installer. Le but, c'est vraiment de s'installer dans tout le pays à travers sa philanthropie. Et dernière chose sur la présentation du personnage, quand même très bonne à savoir, c'est que c'est un exilé fiscal depuis 2012. Il a quitté le pays pour s'installer en Belgique. Euh, bon, évidemment, avec l'objectif tout à fait assumé et revendiqué de choisir à qui il donne son argent. Il refuse de participer à la solidarité collective, à la solidarité nationale par l'impôt, et il préfère être généreux, il dit, à travers sa philanthropie. Donc choisir les causes auxquelles son argent servira. Donc ce monsieur, on sait on savait au début de l'année dernière euh, il avait des rendez-vous avec un personnel politique, que ce soit au RN, chez les LR et ailleurs. Hein. Il faisait des rencontres, des déjeuners, mais ça restait assez discret. Et aux législatives anticipées de l'année dernière, il pouvait continuer de prétendre qu'il était euh, quelqu'un qui n'avait pas d'agenda politique, qu'il ne manœuvrait pas dans ce champ-là, qu'il ne plaçait pas ses pions. Alors, avec le document qu'on a pu révéler, là, je vois sur l'écran, il y a l'acronyme Périclès, donc le document, c'est un document de travail qui a été présenté fin septembre 2023, un document tout à fait interne à l'entourage, enfin, à Stérin et à son entourage très proche, qui définissait donc ce plan Périclès. Avec ce document, on a réussi à le faire sortir du bois et maintenant il est contraint euh, d'assumer le fait il a bel et bien un projet politique, une ambition politique, il met des moyens considérables, hein, puisque dans le document qu'on a révélé, qui est en fait qu'on retrouverait sur le site de l'humanité, il est complètement en accès libre, je crois, et il est quasiment reproduit intégralement. Euh, il y a l'ambition de distribuer plus de 150 millions d'euros donc à des projets et à des activités politiques depuis euh, sur les 10 prochaines années. Au moment où on révèle ce document, il a déjà distribué, dit-il lui-même, 3 500 000 euros à une quarantaine de projets. Alors, c'est des projets
qui sont sur ces valeurs. Et là, plus dans le, comment dire, dans l'habillage de la philanthropie, de la générosité. Et sur des projets qui sont directement des projets d'influence politique et d'action politique, qui sont des projets contre, dit-il, le wokisme, évidemment, contre ce qu'il appelle le socialisme, pour la propriété privée, contre l'impôt, contre la laïcité agressive. Enfin, tout ça est défini dans le document noir sur blanc. C'est ça qui fait aussi la valeur de ce document. Enfin, même si on n'est pas très surpris par disons, les valeurs qui animent ce personnage. Voilà, le projet en tant que tel, il a été incubé, comme on dit dans le milieu, hein, puisque c'est vraiment des gens qui viennent du business, hein, donc qui ont décidé pas de business et même des startups plutôt, qui ont décidé de faire de la politique comme on fait des startups, avec un business plan en quelque sorte. Ce document est en quelque sorte un business plan sur une vingtaine de pages. Il a été incubé au sein des, des entités de Pierre-Édouard Sterrin, c'est-à-dire Otium Capital et le Fonds du bien commun. Chose qui est un peu gênante pour eux. D'ailleurs, ils le disent dans le document, il faudra veiller à bien séparer les choses parce qu'il y a un risque légal et réputationnel, puisque d'un côté, il y a une entreprise, Otium Capital, qui a un fonds d'investissement, euh, voilà, et de l'autre côté, un fonds de philanthropie qui est censé être apolitique, aconfessionnel, ce genre de choses. Donc, ils étaient un peu embarrassés par ça. Maintenant, ils ont réussi à couper les ponts. Ils ont créé des associations. Ils ont créé un fonds de dotation, ce genre de choses. Donc, tout ça sert en fait à financer euh, quatre ou cinq projets tout à fait importants, enfin, organiques à leurs yeux, ce qu'ils appellent des projets organiques, c'est-à-dire faire un baromètre, des baromètres qui sont des espèces d'outils, d'instruments de fabrication de l'opinion publique. Hein. C'est des baromètres qui vont être évidemment sur, ça c'est des sujets qui vous mobilisent, l'immigration, sur le wokisme, sur euh, les idées de gauche, enfin, ce qu'ils appellent d'extrême gauche, sur enfin, tous les sujets sur lesquels ils pourraient continuer d'alimenter ce qu'on peut voir comme un bombardement idéologique de l'extrême droite depuis quelques années avec évidemment Bolloré. Mais donc ce personnage, je le dis au passage, Sterrin, apparaît derrière comment dire, sans qu'il y ait de lien organique avec Bolloré, peut tout à fait participer des mêmes campagnes. Donc ça, c'est sur les baromètres. Deuxième projet, c'est un projet de guérilla juridique, c'est-à-dire de harcèlement de toutes les associations, ONG, tous les mouvements qui pourraient être opposés aux valeurs d'extrême droite et de droite extrême défendues par Périclès. Euh, Ça, donc, c'est tout à fait organisé. On retrouve au sein de cette initiative un avocat qui est bien connu, qui s'appelle Thibaut de Montréal, qui est très actif sur ce type de sujet, qui travaille aussi sur la sécurité et l'immigration, qui lui aussi fait de l'offensive idéologique. Il y a un projet de rachat de think tank. Euh, si vous voulez, vous irez voir dans le document qu'on a publié. Là, c'est l'aspect un peu comique parce qu'en fait, il compare comme le ferait une entreprise qui ferait une OPA hostile sur des concurrents. Il compare deux think tanks, en fait, celui de Charles Millon, qui s'appelle l'Institut Thomas More, et celui de Charles Becbédé, le frère de Frédéric Becbédé, qui sont tous les deux catho-conservateurs, tout à fait entretenant une porosité très forte avec l'extrême droite. Hein. Charles Millon étant celui qui a fait la première alliance de la droite de droite avec le Front National à l'époque. Donc il les compare, il dit que qu'ils sont un peu poussiéreux, que c'est pas, ils fonctionnent pas très bien, mais que avec le projet Périclès, il pourrait redevenir important. Euh, Quatrième projet, c'est un projet de réserve opérationnelle. C'est un projet qui consiste à euh, constituer un immense fichier de cadres dirigeants, de hauts fonctionnaires qui seraient aptes à exercer le pouvoir en cas de victoire de leur camp
des droites extrêmes, enfin peu importe, à la limite pour eux que ce soit le RN ou euh, des gens tout à fait compatibles de la droite actuelle. Donc ça s'est constitué un vaste, enfin, être sûr qu'ils ont les capacités administratives, politiques, d'expertise pour exercer le pouvoir. Et enfin, les deux derniers projets, enfin, le projet en fait sur lequel je veux insister ce matin, qui est celui que vous avez sous les yeux, enfin en tout cas vous avez la première partie de ce projet sous les yeux, c'est un projet qui vise directement les municipales. Alors juste, il faut savoir qu'au moment où ce plan est rédigé, on n'est pas dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire qui a été ouverte par la dissolution, avec les législatives, l'instabilité, le fait que la situation est aujourd'hui totalement bloquée, pour le dire très rapidement. Euh, on est sur un projet où simplement l'échéance suivante, c'est les municipales. Et pour pour ce terrain et le plan Périclès, le but est de gagner, de faire gagner au plan des droites extrêmes 1000 petites villes, 1000 villes petites et moyennes en 2026 en ciblant des fragilités enfin, dans certaines villes, évidemment plutôt, c'est évidemment les villes qui vont viser. On peut imaginer que ce sont des villes de gauche, hein, des villes qui mènent des politiques tout à fait différentes de celles qu'ils préconisent. Et la page que vous avez, je crois, sous les yeux, c'est un accord qu'ils ont déjà noué à ce moment-là avec le RN lors des estivales de 2023. Ils ont déjà un accord politique avec le RN qui doit permettre de faire gagner au RN 300 villes. Et là, c'est du conseil, c'est de. Enfin, je ne sais plus comment les choses sont rédigées, mais grosso modo, c'est de l'aide directe au RN. Ils prennent la précaution de dire que c'est une aide qui n'est pas exclusive. Ils comptent bien aider d'autres, enfin les LR en l'occurrence, euh, voilà. Mais ce plan est intéressant parce qu'en fait, il détaille dans toute sa splendeur, évidemment, avec des gros guillemets, le projet qui est à l'œuvre et les moyens qui sont dégagés, quoi. Les moyens qui sont, je rappelle, qui peuvent paraître quand même assez considérables. Euh, bon, je sais pas, 150 millions d'euros, c'est énorme, quoi. Enfin, je veux dire, je crois, enfin, sauf je crois que c'est ce que Elon Musk a donné à la campagne de Trump. Enfin bon, c'est des comparaisons qui valent pas grand-chose, mais voilà, c'est quand même, ce sont quand même des sommes tout à fait énormes. Évidemment, le but de ce terrain n'est pas de les donner euh, à une seule organisation, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, comme il le fait pour la philanthropie, c'est plus de distribuer de tous les côtés au maximum pour répondre et je veux dire, constituer un maillage politique et territorial important. Dans le projet municipal, ils ont déjà, enfin, ils avaient déjà, quand on a fait la révélation, fait un premier outil. Alors, je ne sais pas si c'est la référence que vous faisiez en introduction, mais eux, leur école, ils ont créé donc une école pour les futurs maires, ça s'appelle comme ça. Alors, dans le document, ils l'appellent en grec scolépolis. Puis maintenant, c'est devenu du latin, c'est politicae. Donc, cette école, entre guillemets, s'appelle Politicae. Elle revendique d'avoir déjà fait deux formations. Ce sont des formations très très courtes, hein, de 2 jours. À mon avis, enfin, je n'ai pas assisté à ces formations, mais elles paraissent très sommaires. Ce sont des conseils en matière de communication, tout ça. Et là, un des objectifs, c'est, bon, je lance aussi, j'en profite de cette vidéo pour lancer un appel, mais si vous repérez dans vos territoires des gens qui pourraient sortir de cette veine-là, disons, venir de ce courant-là, eh bien, moi, ça m'intéresse parce que les difficultés qu'on va avoir là, alors je dis un peu, je dis on, mais ça me concerne et ça me concerne pas tout à fait de la même manière, mais c'est de repérer les effets politiques de ce plan. Moi, d'un côté, je vois bien, enfin, on peut observer, disons il y a plusieurs observatoires sur des différents domaines, sur l'immigration, sur ce qu'ils appellent les violences politiques, sur le wokisme, qui se sont créés récemment et qui forment une espèce de vivier d'experts, entre guillemets, qui peuvent aller sur l'échelle Bolloré ou sur d'autres d'ailleurs, hein, parce que maintenant, on est quand même confronté à
les digues ont également sauté bien au-delà de Bolloré, hein, malheureusement. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a les médias indépendants et c'est important de nous soutenir aussi pour ça. Mais je veux dire, voilà, ils forment des viviers d'experts pour aller chercher les chaînes Bolloré, d'un côté avec leurs observatoires discrets, donc il faudrait un jour les lister. Et par ailleurs, ils sont en train de former donc, des gens qui vont se porter candidats pour des listes, alors pas forcément sous des étiquettes tout à fait lisibles, mais des listes de droite ou des listes divers droite ou RN, peut-être selon les circonstances. Et là, voilà, le plan est lancé. Il y a sans doute une quarantaine ou une cinquantaine de gens qui ont été formés. Ça ne veut pas dire que tous vont évidemment se lancer dans des campagnes locales, mais je ne peux pas encore enfin, je peux pas trop détailler là, mais moi, il se trouve que voilà, j'ai été informé d'un endroit où il y a une opération de ce type qui est en train de se mener, donc j'écrirai dessus dans les prochaines semaines, j'espère, pour l'UMA, mais ce serait très intéressant, évidemment, de voir la portée, l'ampleur, tout ça, parce qu'en fait, l'ampleur de ces initiatives, ce que ça peut faire. Alors, quelle heure est-il là? Juste vérifier. Bon, j'ai encore peut-être 10 minutes. J'espère que je suis assez clair. Je suis un peu dans le document, juste pour terminer sur le document, il y a aussi, ça vous verrez sur le site de l'UMA si vous voulez, il y a une galerie de portraits, un trombiloscope des personnalités avec lesquelles Périclès compte travailler. Alors là, bon, c'est assez, là aussi, c'est assez, on dirait, édifiant de voir qu'ils sont capables de mettre sur le papier les personnalités avec lesquelles ils ont le plus des relations de confiance les plus stables et les plus nourries sont Jordan Bardella et Marine Le Pen. Après, il y a aussi tout un tas de personnalités, donc à l'époque, hein, en septembre 2023, de LR qui sont visées, et elles ne sont pas très surprenantes. C'est Ciotti, Vauquier, Retailleau et David Lisnard, on n'est pas enfin, en marge de LR, à son propre parti, il est très, très apprécié par ce courant, parce qu'il est à la fois, je crois, ultra-libéral et assez réactionnaire. Donc vous irez voir le trombinoscope, il y a un peu tout le monde, et il y a y compris, il faut le pointer, il y a aussi des personnalités enfin, qui sont dans la majorité macroniste, et notamment les gens d'Horizon, en particulier Édouard Philippe. Quand on a publié ce document, en fait, on avait évidemment sollicité Pierre-Édouard Stérin euh, qui nous avait dit à l'époque qu'il déjeunait ou qu'il dînait avec des anciens premiers ministres sarkozystes euh, et macronistes. Donc en fait, ça visait quand même Édouard Philippe. Depuis, je crois que depuis c'est démenti par Stérin. Mais bon, c'est difficile de savoir. Juste petite observation, on sait que François Fillon a été un des premiers informés, a été invité à participer au plan Périclès. À l'Humanité, il nous a dit qu'il n'y participait pas, mais il nous a confirmé qu'il était tout à fait informé et intéressé, que finalement, il trouvait très bien que la droite s'organise et fasse la bataille idéologique et crée des écoles de cadres, ce genre de choses comme si c'était la droite telle qu'il pouvait l'incarner, avec tout ce qu'on peut en penser par ailleurs, il y a quelques années. Euh, Quelques petites... voilà, aujourd'hui, un petit point, donc je disais, ce qui est en cours aujourd'hui, manifestement, le principal projet le plus visible, en tout cas, c'est donc Politicaille, hein, cette école de maire. Il y a sans doute d'autres choses qui sont lancées. Maintenant, on sait qu'ils ont enfin, Périclès, j'ai oublié de décrire l'acronyme, mais vous l'aviez sur le, sur le, sur le board. Voilà. Donc, il est quand même des éditions, quoi, patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Voilà, ça dit tout à fait, ça dit assez bien ce que c'est. On pourrait discuter peut-être pour résistant, mais on sait que l'extrême droite est dans sa bataille idéologique, est en train évidemment de vouloir capter la résistance.
Voilà, donc le projet est en cours. Il y a de multiples choses qui doivent se passer. On a eu, je signale juste parce qu'en fait, il y a quand même, enfin, la révélation du projet suscite un peu de premières résistances, mais elles sont sans doute pas à la hauteur. Enfin, il faudrait une vigilance collective sans doute beaucoup plus forte. Mais il y a eu un petit épisode qui n'est pas directement lié à Périclès, mais où Périclès la révélation de Périclès, disons, a permis de s'opposer à un destin que refusaient les gens. Disons, c'est chez Bayard, où le groupe Bayard, un groupe de presse quand même tout à fait euh, important, énorme, enfin encore indépendant d'ailleurs, enfin indépendant des grandes puissances capitalistiques, puisqu'il est contrôlé par une congrégation religieuse. Le groupe Bayard a voulu recruter euh, un ancien bras droit de Pierre-Édouard Sterrin à son sommet, disons, et les salariés, en découvrant ça, ce qu'on avait révélé dans l'UMA, se sont mobilisés et ont réussi à contrecarrer cette embauche. Mais voilà, c'est pas direct. On sait que Pierre-Édouard Sterrin a de l'appétit pour les médias. Hein. Je viens de rappeler qu'il avait voulu racheter Marianne, qu'il a échoué parce que là aussi les salariés ont protesté, enfin n'ont pas voulu de lui et ont réussi à empêcher cette reprise. Mais on sait il a encore des ambitions dans ce champ-là. Euh, c'est pas, lui, il n'agira sans doute pas comme Bolloré. Enfin, il rêverait de le faire, mais il n'a peut-être pas les moyens d'agir comme Bolloré en mettant la main sur un journal comme le JDD et en faisant partir sa rédaction et en la remplaçant par des gens et en changeant complètement la nature du titre, qui est devenu quand même un titre d'extrême droite, je crois qu'on peut le dire. Euh, voilà, il n'agira peut-être pas comme ça, mais il va multiplier. Il achète des boîtes d'influenceurs, il achète des petits titres. Enfin, il est très actif, et donc il faut être très vigilant sur ce qu'il peut vouloir faire. Petite remarque sur Aluma, on a reçu ces 10 derniers jours, je crois, enfin, il y a une dizaine de jours, on a reçu un courrier des avocats de Pierre-Edouard Sterrin qui nous ont pas attaqué après la révélation du plan Périclès. Hein. Ils nous avaient menacé au préalable, en fait, quand on a fait ce qu'on appelle le contradictoire. Ils nous avaient menacé de nous attaquer devant le tribunal de commerce pour révélation d'un secret du secret des affaires, violation du secret des affaires, le secret donc commercial, ce qui est assez piquant puisque il s'agit de toute évidence d'un projet politique, et que ce n'est pas une question d'affaires. Donc ça dit bien aussi, je le relève parce que ça dit toute sa manière de faire de la politique, c'est vraiment des affaires. Euh, c'est assez cynique en fait. C'est en fonction des gens qui se détachent, il est capable de s'allier avec les uns ou les autres. Je ne l'ai pas dit, euh, c'est un peu dans le désordre, je suis vraiment désolé, mais euh, il a auprès de Marine Le Pen et Jordan Bardella quelqu'un qui s'est vraiment imposé ces derniers mois comme quelqu'un d'important désormais dans l'entourage direct des dirigeants du Front National, qui est François Durgy, qui est le directeur général de Otium Capital, donc son fonds d'investissement. Je passe les détails, mais tout ça a été révélé dans la presse par ailleurs, mais il a aussi racheté l'ancienne maison l'ancienne demeure de Jean-Marie Le Pen. Enfin, il y a tout un il y a tout un faisceau de trucs où vraiment c'est très affiché, c'est tout à fait maintenant officiel. Mais donc je disais, il y a une dizaine de gens, on a reçu à l'UMA un long courrier d'avocats qui prétendaient demander qu'on expurge, enfin qu'on enlève d'une dizaine de papiers euh, le fait qu'on qualifiait Pierre-Edouard Sterrin de milliardaire d'extrême droite euh, parce que voilà, il récuse cette manière de le présenter. Alors oui, pourquoi pas, enfin, c'est un milliardaire d'extrême droite, c'est un milliardaire des droites extrêmes, c'est un milliardaire qui veut faire l'union des droites racistes, xénophobes, ultra-réactionnaires, tout ça. Il y a c'est un exilé fiscal, enfin, etc. C'est un anti-IVG. Je veux dire, bon, il y a plein de manières de le qualifier, mais aussi, euh, nous on assume à l'UMA, évidemment, c'est aussi un milliardaire d'extrême droite.
Qu'est-ce que je pourrais vous... Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire principalement. Euh, J'espère avoir été à peu près clair. Je vous invite de toute façon à vous reporter le plan, il est très clair pour le coup, et il est en ligne sur le site de l'UMA en accès libre. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation effectivement très complète finalement de l'action politique de Pierre-Édouard Thérin qui se matérialise au travers de ce plan. On va pouvoir prendre quelques questions s'il y a des personnes qui en ont. N'hésitez pas soit à lever la main pour vous signaler ou alors l'inscrire dans le chat. Et éventuellement aussi, s'il n'y a pas de questions qui viennent comme ça dans les médias, peut-être répondre du coup à la question que Thomas posait sur est-ce que dans vos territoires, vous voyez les extrêmes droites se mettre en ordre de bataille sur les enjeux de municipal. Il y a une question qui vient de tomber dans le chat. Les grandes villes sont-elles concernées par le projet Périclès? Alors, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est dans le projet tel qu'il a été écrit par Pierre-Édouard Sterin et ses bras droits, disons. Euh, et les grandes villes sont pas visées, ne sont pas désignées. Et je pense qu'on doit imaginer que dans les grandes villes, euh, enfin, ce sont des dynamiques politiques. Euh, enfin, disons que les courants que défend Pierre-Édouard Sterin n'ont sans doute pas besoin d'une aide directe de sa part, et que donc il est plus judicieux de son point de vue de viser plutôt des villes petites et moyennes. Parce que moi, je suis pas spécialiste par ailleurs de la vie municipale, enfin, je suis au pôle enquête de l'UMA, donc je fais un peu des choses différentes, disons. Mais ça me paraît cohérent, enfin, c'est une cohérence de leur point de vue de viser des petites villes, enfin, des villes petites et moyennes, puisque ça permet de faire du nombre aussi. Le problème de ces courants, c'est qu'ils sont, pour le moment encore, en tout cas du RN, ils sont encore, enfin, ils n'ont pas des implantations extrêmement fortes, quoi. Donc moi, je me dis ça. Mais non, à ma connaissance, les grandes villes ne sont pas directement dans la ligne de mire. Ça n'empêche pas que des tas de gens proches de ce terrain je disais, peuvent faire de la politique dans les collectivités territoriales. Je pensais à Thibault de Montbrial, par exemple, et je crois très actif, voire élu, je ne sais plus là, je le trouve, mais en tout cas, au niveau de la région Île-de-France. Donc évidemment, bien sûr. Mais Je prends le relais juste parce qu'il y a une autre question dans le chat. Quelle méthode appliquer pour débusquer les opérations locales financées par le programme Périclès? Est-ce que tout est public? alors non, 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 tout n'est pas du tout public, hein, mais en revanche, comment dire, ces gens peuvent avoir tout à fait enfin, tout est plutôt confidentiel, pas tout est plutôt caché, au contraire. Je pense que, euh, mais on peut quand même repérer des faisceaux de relations, par exemple, sur les réseaux sociaux. On peut, si quelqu'un revendique d'avoir fait, par exemple, l'école Politicaille et qu'il se déclare candidat quelque part, bon, ben, voilà, c'est un indice quand même assez fort de lien avec le considérant. Alors attention, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une approche très décentralisée d'une certaine manière. Il ne faut pas du tout penser que Pierre Derstern tire les ficelles euh, de tout le monde. En fait, il organise un maillage avec des gens dont il dit qu'ils doivent avoir qu'ils qu'ils sont alignés. En fait, comment Pierre-Edouard Stern qualifie ces gens, les gens qu'il veut soutenir, c'est que ce sont des gens alignés. Alors, aligné, on peut être aligné sur des tas de choses, mais vraiment, dans son esprit, c'est aligné sur les valeurs qu'il défend et les tendances qu'il combat.
Donc ça peut se repérer, je pense. Enfin, je sais pas, quand des gens euh, sortent du bois et décident de se lancer dans des campagnes électorales. Alors ça peut être des gens déjà implantés, bien sûr, euh, voilà. Ça peut aussi être des nouveaux venus ou des gens qui quittent des majorités. Ou, voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de les repérer en étant attentif au parcours des uns ou des autres, à leurs relations. C'est pas si caché que ça, mais ça a vocation à être plutôt, ça n'a pas vocation à être connu. Hein. Politica, leurs activités sont à la fois, ils communiquent dessus pour avoir des clients en quelque sorte, mais voilà, il n'y a pas de promotion Politica, enfin, il y a pas de, on ne dit pas qui a fait quoi. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Sinon, je peux en avoir une. En fait, et pendant qu'on accueille Mathieu Mollard qui vient de nous rejoindre. En fait, j'ai vu passer chez vos collègues de Mars Actu que le RN lançait en Provence une étiquette pour rassembler en fait, les candidats qui pourraient porter l'extrême droite lors des municipales, mais qui seraient encore réticents à porter vraiment l'étiquette RN. Je mets l'article dans le chat. Et du coup, potentiellement, il va y avoir cette pratique-là un peu dans tous les territoires, de ne pas s'appeler RN, de ne pas s'appeler Reconquête, mais du coup d'avoir un rassemblement un peu vague. Et là, du coup, le label qui est lancé en Provence, c'est, euh, je regarde le nom, la Provence Commune. Donc, est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait relever des conseils que le plan Périclite et Pierre Adrien pourraient proposer? Aucune idée en fait, mais je sais pas. Mais autour de Marseille, il y a la question. Alors là, ah oui, c'est avec Stéphane Ravier, donc qui était chez Renaissance et je crois, doit être en déshérence. Enfin, elle doit avoir quitté Renaissance aussi, avec tous ceux qui sont partis là après, enfin, dans la phase législative, au moment où précisément se dessinait au fond ce qu'était le projet de Zemmour, mais sans Zemmour, union des droites d'une certaine manière. Donc je sais pas en fait sous quel type d'étiquette ou de label. Alors euh, c'est plus les gens qui vont composer les listes dont on verra qui ils sont. Juste, ça me fait penser, enfin c'est tout à fait indirect, mais euh, on sait que pendant les législatives, on a appris par les Sleeping Giants, je crois, enfin, et Libé, Pierre Plotu et Maxime Masset ces derniers jours, que Éric Ciotti avait été conseillé par cette agence de communication qui fait qui fait surtout de la désinformation, qui s'appelle Progressif Média, dans laquelle Bolloré a des parts, et puis une agence avec laquelle peuvent travailler des gens qui sont par ailleurs dans Périclès pour faire de l'influence, des émissions, ce genre de choses. Donc en fait, tout est en train de se recomposer assez vite. Enfin, je veux dire, les convergences ne sont pas organiques entre, je disais tout à l'heure, entre Bolloré Sterrin, mais en fait, il y a plein de passerelles possibles et surtout, et ça vaut pour les milliardaires, mais ça vaut évidemment aussi en politique, enfin, dans le camp des droites extrêmes. Euh, donc voilà, enfin, il faut être très. Moi, j'incite à tout ce qui serait repéré de convergence organique, ce sont des choses qui doivent être mises en lumière, enfin qui peuvent en tout cas mises en lumière pour montrer ce qui se passe, parce que bah, tout ça est quand même extrêmement dangereux. Je dis une petite dernière chose, alors c'est une petite info on pourra penser qu'elle est anecdotique, mais c'est que le conseiller de communication de Pierre-Edouard Sterrin, quand on a fait nos révélations, le gars qui nous a répondu au nom de Pierre-Edouard Sterrin, est aujourd'hui le conseiller de communication de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Et donc, Bruno Retailleau n'était pas dans l'Union des droites Ciotti, hein, il a refusé de suivre Ciotti, mais on voit les parcours, on voit les best-of. Et donc, moi, je pense que tout ça la recomposition des droites à l'extrême droite, elle est en train de se passer. Toutes les politiques menées, enfin, y compris par les gouvernements successifs, là,
montre la prégnance, l'importance de cette proposition, donc la vigilance. Et moi, je salue votre initiative que je ne connais pas encore très bien, mais que du coup, je vais pouvoir suivre à l'avenir. Et je vous invite vraiment à ne pas hésiter à me solliciter pour la suite. Mais voilà, je salue vraiment votre initiative qui me paraît très importante. Merci beaucoup, Thomas Lemayeux, pour cette intervention sur le plan Périclès. Merci pour ces remerciements par ailleurs. Et on va vous laisser peut-être aller à votre avion, puisque vous devez nous quitter un peu en avance. En tout cas, je pense qu'on a quand même eu une très belle présentation de tout ce projet et qu'on pourra en observer peut-être localement quelles en sont les conséquences. Euh, Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Je vous écoute peut-être encore un petit peu, mais je N'hésitez pas, bien sûr. quitterai sans doute. Merci beaucoup. Et je me tourne maintenant du côté de notre deuxième intervenant, donc Mathieu Mollard. Bonjour, merci Bonjour. d'avoir rejoint, donc co-rédacteur en chef de Street Press, comme je disais en introduction, média très connu et reconnu pour son travail d'enquête autour des extrêmes droites, et en particulier du coup des groupuscules implantés localement qui sont violents et potentiellement dangereux aussi. Du coup, je vous laisse peut-être maintenant un temps de présentation du travail de Street Press sur l'enquête d'extrême droite et aussi du coup cet outil de cartographie que vous avez lancé en octobre dernier, le Cartofaf, cartographie interactive qui permet de recenser tous les groupuscules présents localement dans toute la France. Tout à fait. Ben, merci pour l'invitation. Salut Thomas, on s'est déjà croisé. Street Press, donc on est un média d'enquête, de reportage, et on travaille sur les extrêmes droites, qu'elles soient parlementaires ou extra-parlementaires. On entend souvent dans les médias parler d'ultra-droite. Nous, c'est un terme qu'on n'utilise pas parce que l'ultra-droite, il faut savoir que c'est un terme qui a été inventé par la police. Parce qu'il y a des lois en France qui disent que les services de renseignement n'ont pas le droit de surveiller, espionner les organisations politiques, sauf si elles projettent des actions dangereuses pour la démocratie ou violentes. Donc il fallait créer une typologie des organisations qu'on peut surveiller et celles qu'on ne peut pas surveiller. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé les termes d'ultra-droite et d'ultra-gauche, mais ce n'est pas des expressions qui s'appuient sur un bagage scientifique, etc. Donc nous, on parle plutôt d'extrême droite parlementaire, c'est ceux qui veulent conquérir le pouvoir par les urnes, et d'extra-parlementaires, ceux qui soit veulent conquérir le pouvoir autrement, donc par la violence, soit qui ne veulent pas conquérir le pouvoir directement, mais qui veulent peser sur les débats. Et nous, tout notre travail, c'est d'expliquer notamment que cette frontière, elle n'existe pas vraiment entre l'extrême droite parlementaire et extra-parlementaire, et elle n'existe pas dès le départ à la création du Front National, parce que le Front National, il a été créé en 1972. Alors Jean-Marie Le Pen, qui vient de décéder, passait son temps à dire que le Front National, qu'il avait créé le Front National, c'est faux. En 72, le Front National, il est créé par un groupuscule qui s'appelle Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, c'est des néo-nazis, concrètement. C'est des gens qui se revendiquaient comme néo-fascistes, qui avaient parmi leurs dirigeants des gens qui avaient collaboré pendant l'occupation, et donc qui parce que ils avaient mauvaise presse, on va dire, parce qu'ils avaient collaboré, ils étaient ultra groupusculaires, ultra marginaux. Et à ce moment-là, ils ont une idée, notamment François Duprat, qui est un antisémite notoire, a l'idée de remettre en avant une vieille ancienne de l'extrême droite qui s'appelle le compromis nationaliste. Alors, pardon, je fais des trucs un peu techniques et c'est une approche presque universitaire, mais le compromis nationaliste, ça a été théorisé par Maurras et c'est l'idée que toutes les familles d'extrême droite devraient se réunir, faire un compromis, se mettre ensemble pour monter une organisation qui pourrait peser plus largement sur le débat public. Et le Front National, à sa création, c'est ça, c'est l'idée de réunir toutes les familles de l'extrême droite, on va en parler après, que ce soit les néofascistes, que ce soit les monarchistes, que ce soit plus tard les identitaires, à l'époque les héritiers de l'Algérie française, toutes ces familles-là vont se réunir dans un parti avec une idée de base, c'est de peser sur le débat public et de faire des scores aux élections. Et pour ça, ils ont besoin de mettre
un candidat un peu plus présentable, un peu plus modéré qu'eux. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher Jean-Marie Le Pen. Parce qu'à l'époque, par rapport au créateur du Front National, bah, en fait, c'est un modéré, Jean-Marie Le Pen. Il vient des comités tixinoïens tout court. C'est un populiste d'extrême droite. C'est un peu le Ciotti de l'époque, finalement, si on devait le positionner sur l'arc politique. Euh, et donc, il propose à Jean-Marie Le Pen, c'est d'ailleurs pas le premier choix, de prendre la tête de ce nouveau parti, et Jean-Marie Le Pen va accepter. Et, euh, et donc, on est déjà dans la dédiabolisation. C'est marrant, on dit Marine Le Pen a eu l'idée de la dédiabolisation, de polisser un peu son discours pour arriver au pouvoir. Mais en fait, Jean-Marie Le Pen, c'est la première dédiabolisation. Et le Front National est en soi une dédiabolisation des groupuscules radicaux et violents. Et j'avais retrouvé le premier article qui parle de la création du Front National, c'est un article du Monde, et le journaliste qui couvre le meeting de création, il dit, tiens, c'est marrant, pour une fois, ils n'avaient pas pris de batte de baseball et de casque pour leur meeting. Donc on voit que c'est dans une stratégie déjà alors il n'utilise pas le mot dédiabolisation, mais de se polisser, de montrer une image plus propre. Et c'est le premier meeting du Front National. Donc on voit que la dédiabolisation, en fait, c'est la stratégie depuis le départ. Et aussi, si je raconte tout ça, c'est pour dire que le Front National, puis le Rassemblement national, c'est la maison commune de toutes les extrêmes droites. Et ça va le rester au fil des années. Euh, Pendant des années, Jean-Marie Le Pen va autoriser ce qu'on appelle la double appartenance, c'est-à-dire qu'on peut être au FN et en même temps avoir sa carte dans un groupuscule radical. On est militant d'Ordre Nouveau et du Front National. On est militant de l'Action française et du Front National. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Aujourd'hui, ça se fait plus officiellement. Mais pourtant, on va le voir, toutes les grandes familles de l'extrême droite radicale sont représentées au sein du Front National. C'est au sein de cette extrême droite radicale que vont naître les grandes lignes idéologiques de ce parti. Et c'est aussi eux qui vont fournir le- les cadres de ce mouvement, c'est-à-dire les collaborateurs parlementaires, les élus, voilà, qui vont, qui vont structurer le Front National. C'est là où j'en arrive à notre carte au FAF. Notre carte au FAF, c'est une analyse. Alors, je vais voir si j'arrive à partager mon écran. Nicolas, je ne sais pas si tu me... Ah, bah tu l'as, voilà, la carte au FAF, elle est Toc, et est-ce que tu arrives, toi, depuis ton PowerPoint, Ouais. à Moi, naviguer dessus? je peux aller dessus, ouais, je peux aller Ah dessus. bah, je veux bien que tu ailles dessus, et comme ça je te dirai au fur et à mesure sur quoi cliquer. La cartographe, donc c'est une cartographie qui a pour vocation, vous voyez, de recenser l'ensemble des groupuscules d'extrême droite extra-parlementaires présents sur le territoire. Alors, on voit, il y a plus de 200 sections qui ont été recensées. C'est un travail qu'on a fait à plusieurs, qui est un travail un peu de fourmi, hein, parce que si tu cliques sur clique sur n'importe où, n'importe qui, hop, et on voit, il y a une fiche expliquant quelle organisation c'est, l'histoire, les personnalités principales, il y a souvent des photos, etc. Et ces groupes, si on revient à la cartographie, voilà, tout en haut, on les a rangés par famille. Et donc, je veux bien que tu ailles sur les familles, juste cliquer en haut sur le mot famille au-dessus. Voilà. Et là, vous voyez, ils sont tous regroupés en quatre familles, et je vais vous présenter un peu ces familles-là. Les monarchistes. Les monarchistes, c'est le plus ancien courant d'extrême droite en France. J'ai parlé tout à l'heure de Charles Maurras. Maurras, c'est le fondateur de l'Action française, un des cofondateurs. Et Charles Maurras, c'est une des figures au moment de l'affaire Dreyfus. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec l'affaire Dreyfus, mais pour faire très court, c'est un militaire, un gradé de l'armée qui est juif et qui est accusé de collaboration avec l'ennemi par antisémitisme de la part d'une partie de la société française, pas seulement de l'extrême droite d'ailleurs, et la société va vraiment se fracturer en deux, avec d'un côté les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, et la principale figure des anti-Dreyfusards, c'est Charles Maurras. Donc, Maurras, qui est un monarchiste, c'est des gens qui défendent l'idée du retour d'un roi. Dans la réalité, quand on discute avec eux, ils savent très bien qu'il ne va pas y avoir un roi dans 4 ans à la place du président de la République. Ils ont conscience de la réalité,
mais disons qu'ils défendent une vision de la société qui est extrêmement réactionnaires, ils sont très souvent catholiques, très pratiquants, très conservateurs, anti-avortement, anti-mariage pour tous. Ils ont été très mobilisés au moment de la manif pour tous et ils ont fait partie des chevilles ouvrières qui ont structuré la manif pour tous. Et ce qui est intéressant avec l'Action française aujourd'hui, donc un groupuscule qui a été interdit à un moment après à la Libération parce qu'ils avaient collaboré avec l'ennemi pour une partie d'entre eux et qui ont pu se recréer après. Ce qui est intéressant avec l'Action française, c'est que c'est une école de formation de cadres d'extrême droite. C'est-à-dire quand on adhère à l'Action française, toutes les semaines, on a des réunions où on assiste à des cours, on a une doctrine qui est partagée et en fait, un certain nombre de figures d'extrême droite sont passées par l'Action française et s'y sont formées. Euh, Par exemple, Alice Cordier, la leader des Némésis, qui est un groupe fémo-nationaliste, qui est plutôt un groupe identitaire, elle est passée par l'Action française. Euh, Marc de Cacré-Valmonier, qui est le leader du GUD, qui est un groupe nationaliste révolutionnaire, bah pourtant il est passé à l'Action française, il s'est formé là. Mais on va aussi avoir des collaborateurs parlementaires du RN qui sont passés par l'Action française. Et puis on va avoir des figures médiatiques. Eugénie Bastier, qu'on voit sur CNews, qui travaille au Figaro, elle n'a jamais eu sa carte à l'Action française, mais elle a suivi un certain nombre de formations, de rencontres de l'Action française. Et puis, un certain Gérald Darmanin a fricoté avec l'Action française. Lui non plus, il n'a pas eu sa carte. Pour être très précis, j'ai eu l'information la semaine dernière. Il a participé, il apparaît sur une liste d'un camp d'été, parce qu'on savait qu'il avait fricoté à l'Action française, et finalement, une source qui est passée par l'Action française m'a dit, il est sur le listing d'un camp d'été, donc on suppose qu'il a participé à un camp d'été de l'Action française, et on sait aussi, et ça s'était sorti dans la presse, qu'il a écrit dans des publications liées à l'Action française. Tout ça pour dire que c'est une école de pensée qui forme des cadres. Ils ont pas ils sont présents sur tout le territoire. Quand vous verrez après, quand vous reviendrez à la cartographie, ils sont présents à Toulouse, à Lille, à Paris. Vous voyez, l'Action française, ils sont un peu partout. Voilà. C'est le principal groupe monarchiste. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'éterniser. Mais vous voyez, il y a un maillage territorial qui est assez fort. Si on revient à nos familles, deuxième famille, qui est souvent sous-médiatisée, qui sont les catholiques intégristes. Vous voyez, quand on prend cette liste, on a l'impression qu'ils sont pas nombreux, et puis il n'y a pas beaucoup de groupes associés. En fait, c'est parce qu'ils sont très très structurés, parce que parmi ces 9 groupes qu'on voit, il y en a un qui est très central, qui s'appelle la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Saint-Pédis, par exemple, on connaît à Paris leur église parisienne qui s'appelle Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est une église où il y a la messe qui est faite en latin. Saint-Pédis, c'est des catholiques intégristes qui sont en rupture avec l'église catholique officielle, puisqu'ils ont quitté le giron de l'Église catholique au moment d'un truc qui s'appelle Vatican II. Alors, ceux qui sont à l'aise avec le catholicisme connaîtront Vatican II, mais en gros, l'Église catholique a décidé de moderniser sa pratique de la religion. Et à ce moment-là, eux, ils ont dit, nous, la modernité, c'est pas trop notre truc. On va garder la messe en latin, on va continuer à faire la messe en tournant le dos. Et c'est des gens qui sont particulièrement conservateurs, particulièrement intégristes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont créé une véritable contre-société. Quand on est un fidèle de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, on va le dimanche à la messe, à l'église, messe en latin, mais on scolarise aussi ses enfants dans des écoles qui sont liées à la fraternité. Il y a des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, des lycées, hors contrat. Quand on est vieux, on va dans des maisons de retraite qui sont liées à la fraternité, etc. Et donc, c'est toute une contre-société. On parle de plusieurs dizaines de milliers de fidèles sur le territoire, donc c'est un maillage extrêmement puissant. Et comme ils pratiquent ce qui est courant dans un certain nombre d'églises, ce qui s'appelle la dîme, chacun reverse 10% de ses revenus. Et donc, quand on reverse 10% de tous les fidèles, ça fait un pactole financier. Ce qui fait qu'ils ont énormément de moyens qui leur permet d'acheter des bâtiments, toutes ces écoles, toutes ces... Je sais que j'étais à Toulouse la semaine dernière, et à Toulouse, ils ont une église, mais ils ont aussi une école pas loin de Toulouse, et ils ont aussi
un bâtiment dans le centre-ville où ils peuvent se réunir, une maison. Voilà, ils ont beaucoup de moyens. Ce qui est très intéressant, c'est que en politique, ils avancent un peu masqués. On va retrouver des gens de Saint-Pie-X au Rassemblement national, mais on va aussi en retrouver sur des listes de droite classiques, aussi bien des listes des Républicains, mais même des listes bayrouistes. Parce que Bayrou a une inspiration démocratie chrétienne, et eux, ils vont un peu. C'est des opportunistes, c'est-à-dire que ça va être des notables locaux qui vont être identifiés comme étant des notables locaux de droite, chrétiens. Les gens ne savent pas forcément qui sont des fidèles de Saint-Pie X, et ils vont intégrer des listes de droite, et là, de l'intérieur, ils vont peser sur les débats et défendre leur thèse. Et au moment pareil de la manif pour tous, en réalité, des gens qui étaient officiellement des gens de droite étaient en fait des gens liés à Saint-Pédis. Et on peut en trouver dans des conseils municipaux d'un certain nombre de villes, mais sans que ce soit affiché officiellement. La façon de savoir, c'est de savoir où ils vont à la messe. Dans quelle église ils font leur messe? C'est quand même des églises assez marquées. Et sachant qu'autour de ça, il y a un certain nombre d'organisations qui sont un peu plus satellites ou des scissions plus ou moins qui sont revenues dans le giron de l'église, mais qui gardent ces valeurs d'extrême droite réactionnaire. C'est le deuxième courant. Le troisième courant, c'est les nationalistes révolutionnaires. Alors, vous voyez, là, eux, c'est l'inverse. Ils sont extrêmement nombreux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont extrêmement nombreux en termes de militants. C'est juste que là où Saint-Pédis est très structuré, avec une grande structure nationale présente partout sur le territoire, les nationalistes révolutionnaires, c'est des bandes présentes à l'échelon des villes. C'est pas du tout centralisé. Donc, tous les groupes sur lesquels tu cliques, là, on voit, c'est à chaque fois dans une ville les Indep de Valenciennes, des Tours et des Lys à Tours, Corrigan Squad, c'est en Bretagne, etc. Et à chaque fois, c'est des bandes. Concrètement, alors je pourrais vous faire toute une analyse doctrinale. La vérité, c'est que c'est des bandes violentes. La plupart des agressions commises dans la rue par l'extrême droite, c'est eux néo-fascistes pour pas dire néo-nazis, mais pas tellement sur des trucs de doctrine. C'est pas des gens qui vont lire les ouvrages de Mussolini et des penseurs néo-fascistes, etc. C'est des gens qui reprennent les codes culturels du fascisme. C'est on- bras tendus, bagarre, un code qui s'inspire des hooligans. Ils reprennent beaucoup les codes des supporters hooligans et on voit il y a un certain nombre de bandes nationalistes révolutionnaires dans les stades. À Lyon, c'est la Mezza. À Toulouse, j'ai oublié le nom, mais il y a aussi un groupuscule de hooligans toulousains. Il y a le Roison Park à Rennes, les Strasbourg Offenders à Strasbourg. Voilà. Euh, c'est des groupuscules violents, et eux aussi, ils sont liés avec le Rassemblement national. Il y a une histoire qui l'illustre parfaitement, c'est que au soir de la dissolution, quand Emmanuel Macron annonce à la télévision qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, toute l'extrême droite se dit, bah, c'est notre chance, notre moment est arrivé, et on est beaucoup à avoir envisagé cette hypothèse. Dan Bardella, Premier ministre, je vous avoue que j'ai été assez pessimiste à ce moment-là. Et on a, dans la nuit, l'extrême droite, un certain nombre, eux font la fête, et il y a quatre mecs qui vont être arrêtés dans les rues de Paris parce qu'ils ont agressé un homosexuel. Et en garde à vue, ils disent, on était là pour, je cite, casser du PD. C'est l'expression qui apparaît dans les PV. Et vous allez voir, dans un mois, quand Bardella sera au pouvoir, on pourra le faire toutes les semaines. Celui qui dit ça dans les PV que moi j'ai récupérés, il s'appelle Gabriel Lousteau. Gabriel Lousteau, son père, c'est Axel Lousteau, trésorier des micro-partis de Marine Le Pen, euh, actionnaire de sociétés de communication qui travaillent toujours pour le Rassemblement national. C'est un intime de Marine Le Pen. Donc, Marine Le Pen, Gabriel Lousteau, ce jeune néo-nazi qui voulait casser du PD, elle l'a vu grandir. Et puis, Axel Lousteau, donc Gabriel c'est le fils, Axel c'est le père, et bien il a encore un grand-père, comme tout le monde, vous allez me dire. Et le grand-père, c'était lui un ami de Jean-Marie Le Pen. Donc on voit cette filiation de génération en génération, cette intimité avec le Rassemblement national. Et d'ailleurs, il existe des photos de chacun des Lousteau à Montretout, le domaine des Le Pen dans les Hauts-de-Seine. Donc vous voyez, ces groupuscules-là, c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit à quel point ils sont
intimement liés au RN, même si le RN s'en défend et cache ces liens-là, tente de les maintenir à la périphérie, de plus leur donner des fonctions officielles. On les voit toujours apparaître, notamment à travers des liens économiques, parce qu'ils sont à la tête de ce que Mediapart a baptisé la Good Connection, qui sont un écosystème de sociétés qui travaillent pour le Rassemblement national, mais aussi qui est aussi prestataire. Et nous, on avait publié une enquête, c'est ma collègue Daphné qui avait sorti ça. En fait, ces sociétés-là aussi vont travailler pour des services publics. Ils sont prestataires de la RATP, ils vont être prestataires de la Cité des Sciences. Et vous allez avoir des sociétés comme ça qui sont liées à la Good Connection parce que c'est des grosses sociétés de sécurité privée qui travaillent pour un certain nombre d'acteurs publics. Alors, via des montages, ils tentent de dissimuler leur présence. Ils nous ont attaqués en justice puisqu'on avait révélé qu'ils se cachaient derrière certains montages financiers. Mais voilà, pour garder ça, et à l'échelon local, il y a aussi cet enjeu-là de ces prestataires de services qui sont des grosses sociétés, pour certaines avec plusieurs milliers de salariés, qui sont directement liés au GUD. Et le leader du GUD, qui s'appelle Marc de Cacré-Valmenier, j'ai cité son nom tout à l'heure, qui vient d'être condamné pour, au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, avoir mis un énorme coup chassé sur un militant de SOS Racisme, donc, qui est quelqu'un d'extrêmement violent, qui est déjà parti sur des zones de conflit, faire la guerre, porter les armes, qui est multi-condamné pour des violences. Ben, il est salarié d'une société privée, de la GUD Connexion, qui fait de la sécurité privée. Et à un moment, il a été chargé de faire la sécurité de l'île privée de Bolloré. Et aujourd'hui, il a été déplacé sur un autre site, mais on voit que cette société, une des sociétés de la Good Connection, est prestataire de services pour tout le groupe Bolloré. Donc, il y a plein d'agents de sécurité qui eux-mêmes ne savent même pas pour qui ils travaillent en général, hein. Mais quand même, tout ça, c'est de l'argent qui finance, c'est un écosystème économique et politique qui permet de faire vivre des militants d'extrême droite et de financer aussi la politique. Euh, Ensuite, avant de finir sur les identitaires, je vais vous parler des confusionnistes. Alors, les confusionnistes, là où les quatre autres familles, c'est des familles qui ont une doctrine politique avec un corpus idéologique, des ouvrages de référence, des penseurs, parce qu'il ne faut pas croire que l'extrême droite, c'est des imbéciles. Moi, je ne pense pas du tout ça. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont posé des bases doctrinales, et si aujourd'hui, ils sont puissants et ils pèsent dans le débat public, c'est que derrière, il y a des gens qui réfléchissent, qui sont intelligents et qui posent des doctrines. Les confusionnistes, c'est un peu moins le cas parce qu'il n'y a pas une doctrine fixe, forte, il n'y a pas d'ouvrage tellement de références. Les confusionnistes, c'est des gens qui vont reprendre un certain nombre de codes, de références, y compris intellectuelles et politiques, de camps différents, de la gauche notamment, de l'écologie aussi, et qui vont les mixer avec des références d'extrême droite dans le but d'attirer vers l'extrême droite un certain nombre de gens. La plus puissante là-dedans, c'est Égalité et Réconciliation, qui est construit autour d'Alain Soral et de Dieudonné aujourd'hui, et qui finalement a structuré un espace politique qu'ils ont appelé la dissidence, avec cette idée vraiment d'aller chercher, d'aller attirer des gens qui, à la base, ne seraient pas des électeurs d'extrême droite. Égalité et réconciliation, on trouve parmi les membres fondateurs des membres du GUD. Donc vous voyez, cette extrême droite, nationaliste révolutionnaire, violente, ils sont parmi les premiers fondateurs sur les premiers statuts juridiques d'égalité et réconciliation, ils sont dedans. Et pourtant, c'est des gens qui vont se revendiquer de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Vous voyez, aller chercher des références de gauche avec cette idée et ce vocabulaire de dire, par exemple, que un jeune musulman pratiquant d'un quartier populaire, il va partager plus de valeurs avec un catholique viriliste d'extrême droite qu'avec un écolo de gauche. Voilà, parce qu'ils vont partager le conservatisme, la virilité, c'est leur projection. Et donc, Alain Soral, il va essayer d'aller draguer un électorat quartier populaire pour le ramener finalement vers le RN. Et lui-même a été au RN à un moment, et s'il en est parti, c'est pas pour des questions idéologiques, c'est juste parce que il aurait aimé être tête de liste aux européennes et Marine Le Pen a refusé de lui filer la tête de liste. Il y a un certain nombre d'organisations comme ça. Il y a même des organisations panafricanistes. C'est celle tout en haut sur
Voilà. L'urgence panafricaniste, ça s'est construit autour de quelqu'un qui s'appelle Kémy Séba, et c'est essentiellement des, des Noirs, des Afro-descendants ou des gens de différentes nationalités africaines qui sont membres de cette organisation et qui soutiennent Kémy Séba. Et pourtant, c'est des gens qui établissent des ponts et qui vont manifester avec des militants d'extrême droite sur une idée très simple qui est l'ethno-différentialisme. C'est en gros les Africains en Afrique, les Blancs en Europe, chacun de son côté. Et Kémy Séba, qui est quelqu'un qui est un métis né à Strasbourg, il est retourné vivre, enfin, il est allé vivre, parce qu'il n'est jamais retourné. Il se trouve que Kémy Séba et moi sommes alsaciens, mais il est allé vivre en Afrique et il prône ça, et il a à plusieurs occasions défilé avec des organisations d'extrême droite. Il a été à la tête d'une organisation qui a été dissoute pour son antisémitisme, pour avoir commis des actes violents. Et on va retrouver ce confusionnisme-là, où on va retrouver Kémy Séba prenant la pause avec des députés qui siègent dans le groupe communiste à l'Assemblée nationale, euh, parce que c'est des députés membres de partis des Outre-mer, de partis locaux, et des territoires dans lesquels Kémy Séba est extrêmement populaire. Euh, donc voilà, c'est une famille politique qui est quand même intéressante à regarder et qui est rarement qualifiée d'extrême droite alors qu'elle coche toutes les cases de l'extrême droite. Le dernier parti enfin famille politique dont je vais parler, c'est les identitaires. Si j'en parle en dernier, c'est parce que il me semble en fait que c'est la plus importante, parce qu'aujourd'hui, il y a une organisation qui n'est pas extra-parlementaire, mais qui est parlementaire, qui est très majoritairement identitaire, c'est le Rassemblement national. Quand on écoute Jordan Bardella, c'est un identitaire pur jus dans ce qu'il raconte. Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui épouse, par exemple, la théorie du grand remplacement. C'est l'idée de se dire que voilà, il y a une subversion migratoire qui est organisée par les élites, on en parle souvent dans les médias, de cette fameuse théorie, et que le petit blanc de souche, comme ils disent, va être grand remplacé par des descendants de pays africains et de pays, notamment d'Afrique du Nord, maghrébins et de musulmans. Ce qui est intéressant, c'est de remonter à la pensée identitaire. C'est une pensée relativement récente, la pensée identitaire, là où toutes les autres pensées sont des pensées un peu plus anciennes. Si on part de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, tout le monde a suivi. La Seconde Guerre... Pardon, j'ai entendu un micro, je sais pas si... Oui, il y a un micro qui est activé, pardon. Je viens de le couper. Ça marche. Donc, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite, dans sa dimension racialiste, c'est-à-dire l'inégalité des races, elle est assez démonétisée. Franchement, les nazis n'ont pas hyper la cote, et tous les courants qui ont collaboré, qui sont héritiers des nazis, n'ont pas la cote. Donc l'extrême droite va changer de logiciel et elle va se positionner sur deux idées, la nation et l'anticommunisme. Et donc, en fait, entre 45 et les années 70-80, la majorité de l'extrême droite, elle est nationaliste et anticommuniste. Et va s'ajouter à ce corpus idéologique-là la défense des colonies. Puisque, il y a l'Algérie française, on assiste à la décolonisation, et la France est en train de perdre ses colonies, et la défense des colonies va attirer à l'extrême droite tout un pan de la population française qui est favorable aux colonies parce qu'elle a des liens familiaux, historiques avec les colons. Et donc, voilà. Mais il y a plus, ils sont plus, l'extrême droite essaye de dire qu'elle n'est pas trop antisémite, elle essaye de cacher son discours racialiste, etc. Et puis, au moment de la décolonisation, tout ce courant pro-Algérie française, il comprend qu'il est en train de perdre toute cette, euh, de perdre ses colonies. Et il y a un homme qui s'appelle Dominique Vénère, qui va avoir une importance incroyable, qui est celui qui a posé les bases de la pensée identitaire. Et donc Dominique Vénère, qui est membre de l'OAS, l'OAS, c'est les défenseurs de l'Algérie française, c'est une organisation terroriste d'extrême droite qui a fait plus de 1000 morts, il faut quand même le rappeler. Après-guerre, il y a eu un terrorisme d'extrême droite massif en France, plus de 1000 morts. Dominique Vénère, il est membre de l'OAS, un membre très actif, à tel point qu'il va aller en prison.
Et en prison, il comprend qu'il a perdu, il comprend que l'Algérie française, c'est fini, que toute sa doctrine est en train de s'effondrer. Et il pose les bases d'une nouvelle doctrine où il se dit que il va falloir euphémiser ce qu'ils disent et il pose l'idée de l'identité. L'idée de l'identité, c'est de dire qu'on va défendre une Europe de culture chrétienne avec la culture européenne. Tout ça est un tas de mots pour cacher le retour à la race. En réalité, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite avait abandonné le concept de la race. Et là, avec l'identité, ça va être un faux-nez de la race. Parce que pourquoi parler de l'Europe chrétienne? C'est une autre façon plus politiquement correcte de parler des Blancs. Et d'ailleurs, quand dans l'opinion publique, on parle de l'identité euh, française ou de l'identité européenne, dans la tête des gens, c'est extrêmement clair. Les gens comprennent bien que ceux qui disent ça, ils considèrent que ne correspond pas à cette identité les gens qui sont pas blancs. Donc c'est bien qu'on est sur quelque chose d'extrêmement raciste, basé sur le concept de race, mais sans jamais en prononcer le mot, et de manière à ce que tout le monde comprenne de manière extrêmement claire, sans avoir besoin de faire des discours très compliqués, quel que soit le niveau de politisation, de rapport à la théorie. Quand vous dites culture française, identité française, les gens comprennent bien qu'on parle des Blancs. C'est assez clair. Dominique Vénère, il va poser les bases de ça. Il va poser les bases d'une deuxième chose. Il va se dire que les groupuscules d'extrême droite ne sont pas bien organisés, mais alors que ailleurs dans le spectre politique, il y a des gens qui sont assez forts pour faire des partis, c'est la gauche radicale. Et il va s'inspirer des organisations communiques pour poser toute une série de théories de comment créer des partis. Et tous les partis d'extrême droite par la suite vont s'inspirer de ces théories. Dominique Vénère, donc on parle de quelqu'un qui a fait partie d'un groupe terroriste, qui est extrêmement radical. Il va avoir une fin assez rocambolesque, il faut le dire. C'est qu'au moment de la manif pour tous, il voit cette France réactionnaire qui défile. Il y a quand même plus d'1 million de personnes qui défilent en France, ce qui est énorme. Il n'y a jamais eu depuis très longtemps euh, des mouvements qu'on peut associer à la réaction, pour pas dire à l'extrême droite, aussi important. Et il se dit, c'est le moment, là, il se passe quelque chose, il y a un frémissement en France. Et lui, il va, avec 3 potes, se rendre devant Notre-Dame de Paris. Il va rentrer dans Notre-Dame de Paris et il va se tirer une balle devant le grand hôtel de Notre-Dame, en plein manif pour tous. Et il laisse une lettre où il dit, vous trouverez cette lettre sur Internet, où il dit en substance, s'en prendre aux homos, c'est bien, mais le vrai problème, c'est les Arabes, vous trompez pas. Et il fait ce geste-là parce que il espère réveiller les consciences, devenir un martyr de la cause radicale de l'extrême droite. La presse se fait écho que ça. Alors, il va pas réussir à être un martyr de cette cause-là tout de suite, parce que, comme on l'a vu, dans l'extrême droite, il y a quand même un certain nombre de courants qui sont très catholiques. Et se suicider dans une église, c'est pas très cachère ou pas très je sais pas comment, je sais plus comment on dit chez les catholiques, mais enfin c'est pas très ça ne respecte pas les préceptes de l'Église catholique. Et donc il va quand même, ça va lui être reproché, il va pas devenir tout de suite mais au moment de son suicide, Marine Le Pen fait un tweet pour dire nous te rendons hommage, nous savons tout ce que nous te devons. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait partie d'une organisation terroriste, qui vient de se tirer une balle dans Notre-Dame de Paris, en pleine manif pour tous, et Marine Le Pen fait un tweet d'hommage. Ça dit bien à quel point il est important. Et cette doctrine, qui ensuite va, je pourrais en parler des heures, mais cette doctrine qui va être d'abord étoffée par tout un tas d'intellectuels d'une famille qu'on appelle la Nouvelle Droite, qui est toujours très influente, et qui va ensuite être propagée par des militants, qui sont les militants de Génération Identitaire, du Bloc Identitaire, etc., va être tellement influente qu'elle va devenir la doctrine majoritaire au sein du Rassemblement national. Je vais finir là-dessus. Euh, En fait, il faut se rendre compte que, par exemple, quand il y avait Florian Philippot à la tête du Rassemblement national, il n'était pas identitaire. Enfin, il était numéro 2. Il était souverainiste, il parlait de quitter l'Union européenne, il avait un discours un peu ouvriériste, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Jordan Bardella, il est pro-européen,
il parle tout le temps d'Europe. Vous écoutez Bardella parler, il parle tout le temps d'Europe parce qu'il parle d'identité européenne. Il parle du grand remplacement et c'est un identitaire pur jus. Et donc, c'est une évolution doctrinale du Rassemblement national. Et cette évolution, elle a l'avantage d'apporter des réponses à tous les maux de la société. Des réponses simplistes, caricaturales, mais globales. C'est-à-dire, vous êtes une femme, vous considérez que vous êtes féministe, que voilà, vous voulez être autonome, indépendante, moderne, etc. Eh bien, il y a Némésis, qui est un groupuscule identitaire qui dit, qui se revendique féministe et en même temps qui va dire, mais le soir, si vous avez peur quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes des femmes, c'est quand même à cause des Arabes, vous trompez pas. Euh, il y a, et c'est moderne comme approche. Faut avoir conscience que ça marche, en fait. Il ne faut pas nier la réalité du pouvoir là-dessus. Vous êtes plutôt... vous avez une appétence pour les sujets écologiques, vous considérez que voilà, il faut consommer local, qu'il faut... eh ben, eux, ils vont avoir le localisme, produire locaux, le retour à nos agriculteurs, etc. Et donc, c'est une vision identitaire de l'écologie et de l'agriculture qui va avec, etc. Ils arrivent à décliner comme ça sur tous les enjeux de la société et avoir une réponse argumentée claire qui ramène toujours ça aux doctrines de l'extrême droite et qui permet d'avoir un peu une pensée globale. Voilà, un peu la fin de cette présentation des grandes familles sur lesquelles on enquête à Street Press tout au long de l'année. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation de votre travail et puis du coup ces différentes familles des extrêmes droites. On va avoir le temps de une ou deux questions si jamais il y en a. N'hésitez pas soit à lever la main, soit à les mettre dans le chat. En tout cas, c'est extrêmement intéressant aussi de voir à quel point les liens entre ces groupuscules qu'on considère comme violents, etc., capables d'actions violentes, les liens sont hyper perméables avec les partis, et notamment avec le Rassemblement national. Ça paraît assez capital de le rappeler, quoi. Et même plus, il y a le Rassemblement national, évidemment, qui est le parti central, mais on va retrouver quand même des liens bon, avec Reconquête d'Éric Zemmour, avec le nouveau micro-parti de Marion Maréchal Le Pen, et aussi avec le parti d'Éric Ciotti, qui, en fait, Éric Ciotti, quand il est parti des Républicains, il n'avait personne. Il n'avait pas de troupes, il est parti, ils étaient 10 gus dans une pièce. Là, il s'était séquestré dans le bureau des Républicains. Puis après, il s'est barré, il avait personne. Et en fait, il avait besoin de troupes pour monter son parti, trouver des candidats, etc. Et en fait, beaucoup de gens issus de ces groupuscules radicaux ont vu une opportunité et ont rejoint Ciotti. Et autour de Ciotti, on trouve des gens extrêmement radicaux issus de ces différents groupuscules-là, parce que c'est des gens qui sont formés idéologiquement et qui ont l'habitude de militer. Et donc, on les a vus arriver là aussi. Et on les voit aussi dans l'entourage d'un certain nombre de gens liés aux Républicains. Bruno Retailleau, enfin, c'est quand même marrant. Retailleau, c'est le fils spirituel de Philippe de Villiers. Ils se sont brouillés pour des raisons interpersonnelles, mais idéologiquement, c'est vraiment la ligne de Villiers. Et on a Retailleau qui est au gouvernement et de Villiers qui soutient Éric Zemmour. Donc, mais c'est la même chose, hein. Il y a pas une épaisseur de papier à cigarette idéologiquement entre les deux. Et c'est ce même Retailleau qui, la semaine dernière, a dit qu'il partageait les visions de Némésis. Voilà, c'est un exemple pour montrer qu'ils sont pas. Enfin, ces groupuscules ont des liens. Et nous, on avait par exemple montré qu'il y avait une militante de Némésis qui était chargée de la com du ministère des Armées. Enfin, on les voit aussi rentrer petit à petit au gouvernement, à des postes, des fonctions autour, etc. En plus de collaborateurs à l'Assemblée nationale, évidemment. Merci en tout cas pour ces précisions. Je crois qu'il n'y a pas de réponse dans le chat. Je vois surtout des remerciements pour ces présentations limpides de la part de Mathieu. Je vous réinvite bien sûr toutes et tous à vous rendre du coup sur la cartographe parce que c'est quand même un gros travail de recensement qui a été réalisé. Donc localement, vous pouvez voir un peu quelles sont les forces en présence et du coup ce sur quoi il faut se méfier, on va dire, sur ces différentes thématiques. Donc, merci beaucoup, Mathieu, pour ton intervention et ta participation. Ben, merci pour l'invitation et puis n'hésitez pas les uns et les autres si vous avez des questions, vous pouvez me contacter si vous voulez. Je vais mettre mon mail Ah oui, dans le chat.
Nous, il y a la carte au FAF. Après, on a une newsletter qui s'appelle FAF, qui est une newsletter gratuite où tous les mois, on sort des enquêtes. Vous pouvez aller sur le site et vous inscrire. Et puis là, on commence à travailler à des projets sur comment travailler pour les municipales. Donc, on va aussi essayer de développer un certain nombre de projets pour avoir une couverture à l'échelon local des municipales et aussi d'estimer, et c'est la première étape de notre projet, quelles sont les villes qui pourraient basculer. Parce que les scores au municipal, le candidat, si on prend les chiffres en fait, il y a un cabinet d'analyse d'extrême droite qui s'est penché sur les scores parce qu'ils ont aussi leurs entreprises qui font de la data, de l'analyse électorale, etc., qui s'est penché sur les scores qui a compilé les scores du ministère de l'Intérieur aux dernières élections. Euh, le candidat RN est arrivé en tête au premier tour, dépassant les 40% dans 260 communes de plus de 9000 habitants. Hmm. Et dans 98 de ces communes, le bloc d'extrême droite, donc RN plus Reconquête, dépasse les 50% au premier tour. Ça nous dit le nombre de communes qui pourraient basculer à l'extrême droite. Hmm. Alors, il y a des dynamiques locales et nous, on va essayer de faire un travail d'analyse pour identifier les points chauds. Mais aujourd'hui, on est sur potentiellement une bascule extrêmement importante sur un certain nombre de territoires, parce que quand on est capable de faire plus de 50% dès le premier tour à l'extrême droite, ça veut dire qu'on n'a même plus besoin d'aller chercher un réservoir de voix ou une coalition. Donc, en fait, la coalition, elle se fait par l'électorat aujourd'hui. Elle ne se fait pas forcément par les partis. C'est d'ailleurs toujours la thèse qu'a défendue Marine Le Pen, qui a paradoxalement croit assez peu à l'union des droites et l'idée qu'il faille. Il y a des défenseurs au RN qui disent il faut qu'on arrive à s'allier avec les LR, etc. Marine Le Pen l'a fait avec Ciotti, mais c'était plus de l'opportunisme et de la symbolique. Elle, elle croit à l'union par le bas. Hmm. Et c'est par exemple ce qu'a fait Louis Alliot à Perpignan. Il existe une étude qui a été menée par Nicolas Lebourg, qui est un chercheur spécialiste de l'extrême droite, que vous trouverez en ligne, qui explique le vote à Perpignan. Et en gros, il montre très bien que Louis Alliot, il a réussi à faire voter à la fois un électorat populaire et à la fois un électorat très bourgeois qui votait historiquement pour la droite locale. Et donc, il a créé cette alliance des droites, il l'a faite, mais par l'électorat sans forcément s'allier avec les LR locaux, etc. Et on a un certain nombre de villes qui risquent de basculer. Je pense à Toulon, qui est quand même une ville, alors j'ai pas en tête la population de Toulon, mais qui est quand même une commune importante. Toulon, il y a de très bonnes chances que ça bascule à l'extrême droite. D'abord, il y a déjà eu un maire d'extrême droite et aujourd'hui, il y a Laure Lavalette, qui est une députée RN assez en vue, c'est un secret de polichinelle, sera candidate tête de liste à Toulon. Voilà, il y a cette stratégie-là du RN pour les municipales et nous, on est en train de concevoir un nouveau projet qui va ressembler à Cartofaf, mais sur les municipales, qui sera un projet au Hmm. long tour. Voilà. Super intéressant. Et en plus, ça rejoint complètement nos réflexions au sein de l'Anvita. C'est là où ça nous fait une parfaite transition pour notre conclusion. Merci beaucoup. Parce que, je crois qu'il y a une question. Peut-être qu'on peut la prendre. Oui, oui, bonjour, Monique Dantal du réseau Féministe Rupture. Bon, Bonjour. d'abord, merci beaucoup pour ce travail de ce matin qui est très formateur et du point de vue des transmissions, absolument indispensable. Moi, je voulais préciser deux points. En tant que militante féministe, nous avons été très mobilisées sur les questions autour de l'extrême droite il y a plusieurs années. Et là, on essaye effectivement de voir comment on peut analyser cette nouvelle situation, compte tenu que on a des discours de Marine Le Pen qui sont très différents du passé. C'est-à-dire, elle peut tout à fait, par exemple, dire qu'elle n'est pas contre l'IVG ou qu'elle n'est pas contre le divorce, puisqu'elle-même d'ailleurs est divorcée, ou qu'elle n'est pas contre l'IVG, mais en contrepartie, dans son programme, on voit bien que, par exemple, elle prend les positions de Mélanie en Italie, où elle serait d'accord pour financer finalement l'IVG avec des associations anti-IVG, quoi. Voilà. Sur la question, il y a aussi une autre question qui est assez
peut-être intéressantes à creuser. Je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est sur, par exemple, la question des financements du monde associatif. Est-ce que les groupes d'extrême droite aujourd'hui ont des positions précises? Parce que je vois que les financements, par exemple, dans certains cas, il y a eu des déclarations de Bardella disant qu'il était contre de poursuivre le financement aux plannings familiaux, par exemple. Est-ce que c'est une position nationale ou pas? Bon, là-dessus, si vous avez des éléments à me donner, ça m'intéresse beaucoup. Mais plus généralement d'ailleurs, sur les financements associatifs dans le cadre une situation où on assiste à une volonté de financiariser le monde associatif à partir du privé, des fondations, etc. Voilà. Et le troisième point auquel je pense, c'est qu'il y a, bon, par exemple, le collectif J'y suis, j'y vote, qui existe depuis très longtemps, d'ailleurs, dont on fait partie sur la question du droit de vote des résidents non communautaires, hein, c'est-à-dire des travailleurs immigrés qui travaillent en France, etc. Euh, il se trouve que, est-ce qu'on peut penser que, par exemple, la bataille sur la reconnaissance du droit de vote des travailleurs immigrés en 2026, au moment des élections municipales de 2026, pourrait être un champ qui affaiblirait les positions d'extrême droite? Voilà, c'est une question que je me suis posée moi aussi. Donc deux axes, les positions par rapport au féminisme et aux droits des femmes et la question du droit de vote des immigrés qui forment effectivement un pan très important des positions de l'extrême droite pour remettre en cause les droits en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre. Alors, sur le planning familial et le financement du planning familial, il n'y a pas de position officielle du Rassemblement national qui se garde bien d'en avoir une parce qu'ils veulent composer à la fois avec une partie de leur base qui est très anti-IVG, très anti-planning familial, qui ne veulent pas se mettre à dos, qui sont la franche, catho tradi, etc. Et en même temps, ils savent totalement lire des études d'opinion et ils voient très bien que l'IVG, en fait, fait relativement consensus dans notre société et que la majorité des Français et des Françaises, plus particulièrement, sont attachés à l'IVG et plus largement au planning familial. Donc en fait, ils prennent pas de position, comme ça, il y en a qui individuellement disent un truc, d'autres qui vont dire le contraire et ils peuvent équilibrer ou ne rien dire là-dessus. Donc il n'y a pas de position globale officielle. Sur le financement des associations, c'est un vrai énorme enjeu et qui en fait aussi un enjeu des municipales. Parce que il y a plusieurs choses. Le RN enfin l'extrême droite dans son entièreté, et donc le RN aussi, a une défiance envers les pouvoirs publics qui est très forte. Elle voit le pouvoir public comme un adversaire politique. Elle considère que le pouvoir public est majoritairement aux mains de gauchistes et qui lui ont fait la guerre pendant des années. Ce qui n'est pas entièrement faux. Soyons très honnêtes sur le fait que, oui, les pouvoirs publics, sur un certain nombre de sujets, ont combattu l'extrême droite, la plus radicale, et pendant un temps, c'est plus le cas, a un peu combattu même l'extrême droite parlementaire. Euh, Aujourd'hui, ils ont, par exemple, des invitations dans des médias audiovisuels publics tout le temps, matin, midi et soir, pendant des années. D'abord, ils ne l'étaient pas, jusqu'à ce que Mitterrand leur ouvre la porte à l'heure de vérité, c'est assez connu. Jean-Marie Le Pen a écrit à François Mitterrand en disant on n'est jamais invité à la télé, c'est chiant. Mitterrand a dit bon, d'accord, et il a obligé le service public à inviter Jean-Marie Le Pen, qui était très mécontent de cette invitation. Le service public était mécontent. Mais disons que pendant des années, ils étaient moins invités que d'autres formations politiques. Donc ils en veulent au pouvoir public. Et ils considèrent aussi que les pouvoirs publics et les mairies font du clientélisme associatif en finançant que ces sales associations de gauchistes, immigrationnistes, pro-avortement, etc. Et ils ont très clairement dans leur programme et de manière beaucoup plus assumée à l'échelon municipal le projet de faire une recomposition par ça. C'est-à-dire de dire, OK, la mairie donnait 100 d'aide aux associations. Nous, on va continuer à donner de l'aide aux associations parce qu'on ne veut pas passer pour les gens qui ne font pas de social, mais on va réorienter sur des associations et des sujets qui sont compatibles avec notre idéologie. Donc, on va s'en prendre directement. Et on le voit, à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, ils s'en prennent directement aux associations qu'ils considèrent, enfin toutes les associations progressistes
euh, pour réorienter, d'abord pour baisser un peu, ça permet d'économiser de l'argent, et aussi pour réorienter vers des associations qui sont soit compatibles avec leur idéologie, soit ultra neutres. Je pense les Restos du Cœur, globalement, et la Croix-Rouge sont à peu près épargnés en général, parce que on le voit, ça ne veut pas dire que les gens des Restos du Cœur sont d'extrême droite ou les gens de la Croix-Rouge sont d'extrême droite, mais ils acceptent tout le monde, y compris des gens qui sont du Front National dans leur rang. Là où le Secours populaire, alors il y a des contre-exemples, mais en général, on est quand même moins bienvenu au Secours populaire quand on est d'extrême droite qu'au Restos du Cœur, par exemple. Je ne parle pas des bénéficiaires, hein, je parle des administrateurs, etc. Les bénéficiaires, c'est encore autre chose. Donc oui, il y a une volonté très 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 forte de s'en prendre au tissu associatif, notamment en réorientant les financements, en supprimant les accès aux locaux, etc. Par exemple, ils vont dire oui, tel syndicat, telle association d'aide aux étrangers, droits des femmes, etc. Ils n'ont pas besoin de locaux. On va filer ce local-là au club de couture, à telle association sportive, à des trucs assez dépolitisés en disant encore une fois, l'important c'est d'aider les gens de chez nous, euh, avec une version fantasmée de ce que sont les gens de chez nous. Voilà, je crois que c'était la question. Je ne sais plus s'il y avait un autre bout de question que j'aurais oublié. Merci beaucoup. De toute façon, il va falloir malheureusement qu'on clôture ce temps, mais en tout cas, ça donne une parfaite transition justement à nos prochains temps qu'on va organiser là dans les mois à venir. Sachez que ce cycle de webinaire va se continuer. Fin février, vous avez le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire, le 25 février. On va avoir notre deuxième temps autour des médias, mais cette fois-ci, on va avoir plutôt le regard sur comment les médias peuvent proposer un regard différent sur l'actualité autour des enjeux de migration et refuser du coup le cadrage qui est imposé par les extrêmes droites sur le sujet, notamment avec le média en ligne Commune que vous connaissez peut-être. Et ensuite, on aura une session qui appelle du coup directement les discussions qu'on vient d'avoir sur qu'est-ce qui se passe une fois que l'extrême droite est au pouvoir, avec normalement, ça a été vu tout à l'heure, l'intervention de Marine Tondelier pour faire un retour sur son expérience en tant que conseillère municipale d'opposition à Hénin Beaumont, et éventuellement un regard croisé avec une situation en Italie si on arrive à voir les intervenants. Voilà, donc ça devrait être fin mars, début avril, quelque chose comme ça.